RCF. Ils se battent pour leurs idées, ils surmontent toute chose qui pourrait les décourager et dépassent ces différences mal nommées que peuvent être la couleur, le genre, la situation sociale ou encore le handicap. Rien ne les arrête. Sorte de héros modernes, connus ou inconnus du grand public, ils ont en commun de diffuser un parfum d'optimisme dans notre monde si pessimiste, et rien que pour cela, leurs histoires méritent déjà d'être écoutées. Soyez les bienvenus dans les Ondes Positives, l'émission qui vous parle de volonté et d'inclusivité. Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui Madame Cynthia Agoni. Est-ce que j'ai bien dit Cynthia ? Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Alors si je vous ai invité dans les Ondes Positives, c'est pour parler de votre association. Hein. On la voit percoler à gauche et à droite sur les réseaux, on vous voit parfois sur les médias, mais je dois avouer que pour moi, c'est pas forcément clair. Que représente le GAMP ? G-A-M-P. Vous êtes la fondatrice du GAMP ? Oui, tout à fait, il y a 18 ans et demi déjà. Alors, GAMP signifie groupe d'action qui dénonce le manque de place pour personnes handicapées de grande dépendance. C'est très long, donc l'acronyme est davantage utilisé et au fait, il s'adresse vraiment aux personnes qui souffrent, qui sont porteuses, si on peut dire comme ça, même je n'aime pas trop porteur, mais bon, d'un handicap assez lourd qui demande l'intervention d'un tiers ou de plusieurs tiers pour accomplir tous les gestes de la vie quotidienne. Donc, ce sont pour nous les personnes les plus fragiles de notre société. Par exemple, je crois que les personnes autistes sont concernées. Tout à fait. Pas toutes les personnes autistes, parce qu'il y a plusieurs degrés d'autisme, mais les personnes autistes sévères qui souvent ne sont pas verbales, qui ont des difficultés, de grosses difficultés à comprendre le monde qui les entoure, à comprendre tout simplement ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande, et surtout à s'exprimer, donc à exprimer leurs propres besoins. Ce sont des personnes qui sont lourdement handicapées, qui ne peuvent pas communiquer convenablement et correctement, même pas pour les besoins primaires. Donc. Vous êtes domicilié où ? Vous êtes sur Bruxelles ? Oui, je suis sur Bruxelles depuis très longtemps, oui. Et le GAMP surtout ? Et le GAMP surtout, oui, tout à fait. Il a été fondé à Bruxelles à l'initiative, il faut le dire, et reconnaître d'un collectif d'assistantes sociales qui était confronté à l'âge de 18-21 ans aux difficultés, ou à l'impossibilité, je dirais, de trouver un lieu d'accueil, ne fût-ce qu'un lieu d'accueil en journée pour ces enfants qui sortaient aussi bien de l'école que des centres spécialisés. Suite à leur appel, différentes associations se sont ajoutées et on a, si je peux dire, le moment fondateur du GAMP, ça a été un premier sit-in, une manifestation de personnes handicapées, leurs familles et de professionnels concernés devant le cabinet de la ministre en charge du handicap à cette époque-là. C'était en 2005, octobre 2005. Et donc, Cynthia, si je comprends bien, octobre 2005, là, avril 2024, on est presque à 20 ans d'activisme, d'activité. Oui, pour ce qui concerne le GAMP, oui. Maintenant, pour ce qui concerne la cause de l'autisme, c'est un peu plus ancienne, en tout cas pour moi. J'ai commencé en 1996 lors de l'annonce de diagnostic de mon fils, une annonce de diagnostic qui arrivait très tard, qui aurait dû arriver beaucoup plus tôt, mais qui arrivait quand il avait presque 11 ans. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai cofondé, l'association était déjà fondée depuis un an, mais mon mari et moi, nous sommes ajoutés, au conseil d'administration de la deuxième base à Gembloux. Maison d'accueil pour personnes autistes, mais qui s'est ensuite installée à Gembloux. Et depuis 1996, donc, avec mon mari, nous sommes impliqués dans la cause du handicap, d'abord de l'autisme, puis ensuite du handicap. Cynthia Agoni, vous êtes originaire de Belgique ?
Non, je ne suis originaire d'Italie. Je suis arrivée en Belgique par mariage, mais ça fait quand même 40 ans et plus que je vis en Belgique, donc c'est mon deuxième pays. Je suis belge, bien entendu, aussi. Vous avez vécu où en Italie? Ça nous intéresse, ça nous donne un peu de soleil. Alors, en Italie, j'ai vécu à Ferrara, la plus grande partie de ma vie, mais aussi dans le sud d'Italie pour le travail de mon père, quand même 6 années à Brindisi. C'est vraiment tout bas, dans le talon de la botte. Et puis, avant de partir pour la Belgique, j'ai vécu 3 ans à Milan. Donc, je suis quand même quelqu'un qui a pas mal voyagé dans sa vie, même dans son propre pays. Et votre parcours professionnel, votre formation, quand vous étiez petite, vous avez fait l'école maternelle, primaire? Oui, le lycée scientifique, l'université. Je me suis inscrite à médecine, mais les aléas de la vie ont fait qu'au bout de 3 ans, j'ai dû quitter parce qu'il fallait que je travaille. Et donc, je commençais à travailler dans une boîte, très intéressant comme expérience pour moi, dans une boîte d'antivol, qui vendait et installait des antivols jusqu'à quand j'ai repris une partie de la boîte avec mes copains de l'époque, enfin mes collègues, disons, mais aussi copains, et on a repris la partie technique de la boîte. Donc j'étais en principe destinée à un travail d'entrepreneuse. Ça marchait très bien. Et businesswoman, carrément. Ben voilà. Moi, je suis une femme d'action, donc voilà, jusqu'à quand je rencontrais mon mari et j'ai décidé de partir pour Bruxelles, mais mes copains sont toujours là, mes collègues ont très bien développé la boîte et je suis très heureuse pour eux. Donc vous avez quitté cette entreprise? Oui. Et vous êtes arrivé à Bruxelles? Je suis arrivée à Bruxelles. Et là, oui. Quelle a été votre activité, si on peut savoir? Alors là, j'ai d'abord eu 2 enfants. On a acheté une maison, et puis... On est dans les années 90, Cynthia? Dans les années 80, vers la fin des années 80, nous avons acheté une maison. Et on venait de s'installer depuis 6 mois. Et on est parti pour les États-Unis. Avec les 2 petits gosses. Ah, vous étiez à Bruxelles. Oui. D'Italie. Vous arrivez à Bruxelles et là vous vous dites non, finalement on va aller aux États-Unis. J'imagine c'est pour le travail. C'était pour le boulot de mon mari, parce que moi à l'époque je ne parlais pas un mot de français. Enfin bon voilà, il a fallu que j'apprenne. Je me suis mise en néerlandais aussi. Ah, bravo. Je ne le parle pas évidemment aussi bien que le français, malheureusement, mais j'y arriverai. Et au fait, on est parti aux États-Unis pour le travail de mon mari. On avait 2 petits de 4 ans et même pas 3 ans. Et là, on est allé vivre pendant 2 ans et demi à Phoenix, Arizona, wow. Dans une chaleur monstrueuse. Et là, ben voilà. Le premier problème avec mon fils ont commencé, mon fils autiste, le deuxième. Votre enfant était né, deuxième enfant? Mon deuxième enfant est né en 85. D'accord. Vous partez avec les 2 premiers enfants? 88. Vous partez aux États-Unis et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe? Il se passe quelque chose. Le changement a été quand même très difficile pour lui. Il était extrêmement hyperactif, etc. On a commencé à chercher, à savoir, pas moyen de le mettre à l'école maternelle, alors que son frère, au contraire, s'est très très bien adapté. Et finalement, pendant 2 ans et demi, mon fils, mon deuxième fils, Giuliano, eh bien, il est resté à la maison avec moi. Alors, il n'y avait pas de diagnostic. Bon, il faut savoir que Phoenix, Arizona, il y a 35 ans, ce n'était pas non plus à la pointe des connaissances scientifiques en matière d'autisme. On voyait bien qu'il y avait des symptômes évidents qu'aujourd'hui je reconnaîtrais tout de suite, mais à l'époque je ne savais pas. Et donc, de psy en psy, finalement, mon fils est resté à la maison avec moi et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Parce que quand on rentrera en Belgique, on savait qu'on rentrerait, il faut qu'il puisse aller à l'école. Donc, il y a toute une partie des apprentissages scolaires. Je me suis mise dans la tête qu'il fallait qu'il les apprenne. Et moi, je trouvais une école Montessori. Ça a été ça nous a sauvés, je dirais. Là, vous êtes déjà donc de retour sur Bruxelles et c'est là que vous trouvez une école. Non, je suis toujours à Phoenix. J'ai découvert une école Montessori à Phoenix. D'accord. Et j'ai appris, nous avons été ensemble pour apprendre la méthode. Ils ne l'ont pas accepté parce qu'il était beaucoup trop agité, mais je puis installer donc la méthode à la maison. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que mon fils n'était pas complètement débridé, qu'il pouvait s'asseoir, qu'il pouvait commencer à démarrer des apprentissages scolaires. C'est comme ça que finalement, j'ai eu la preuve de ce que je pensais toujours, qu'il y avait une intelligence là derrière. Simplement, il fallait trouver les clés.
C'est très beau ce que vous venez de nous dire. Donc de la maman active, la maman au foyer, vous êtes devenue aussi thérapeute? Ben oui. Ben oui, il a fallu bien parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Donc, c'est ce que je dis souvent aux parents. En l'attente d'avoir des services, formez-vous, s'il vous plaît, formez-vous et soyez malheureusement pendant une certaine période aussi, s'il le faut, les thérapeutes de vos enfants parce que c'est finalement, voilà, de l'extérieur pour l'instant, il sera assez difficile. Cynthia Agoni, merci beaucoup pour cette première partie d'émission. On va déjà marquer une petite pause musicale. Alors j'ai choisi, quelqu'un qui me touche beaucoup, vous allez entendre que j'ai de l'émotion dans ma voix quand je vais parler de lui parce que vous savez, je sais que vous le connaissez aussi, c'est Lou B, dites comme vous voulez, le fils de Luc Bolland, qui fait partie, en tout cas qui est très très proche du GAMP. Oui. Et donc c'était une manière de faire un clin d'œil puisque Lou B a été notre dernier invité la saison passée et qu'il avait parlé du GAMP. On écoute Lou B avec cette chanson très très touchante, celle qu'il a fait connaître par-dessus tout, Je m'appelle Lou. Ah oui. Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est, je vous l'avoue, que dans mon monde je traîne beaucoup. Oui, j'ai peur du malheur, torpeur d'un monde en fureur. Certains me disent autiste, mais j'y peux rien si j'aime tant la musique. Oui, je kiffe les harmoniques, les notes mélodiques. Quelque part, je suis un artiste, la zik et moi, c'est magique. Je sais, mes vieux me disent que personne fait à sa guise, que l'amour rend bien plus fort. C'est vrai que la tendresse, c'est ce que j'adore. Amateur de gros câlins, j'ai besoin qu'on me tende la main, que l'on rit, c'est ce que je kiffe, pour vivre dans le positif. Je m'appelle Lou, dites-moi, ne suis-je pas comme vous? À chacun ses périls, pour chacun la vie est difficile. On a tous nos souffrances, nos peurs, nos espérances, nos fractures et nos blessures, et notre peur du futur. Vous, je m'adresse à vous, dites-moi, est-ce donc si fou de se dire qu'il y a toujours pire, qu'il faut sourire même au dernier soupir? Vous, je m'adresse à vous, il faut nous tenir debout et sans fin se tendre la main, oser se faire des câlins. Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Lou, je m'appelle Lou, Lou, c'est moi, c'est vous. Vous êtes toujours sur RCF Bruxelles, vous venez d'écouter Lou B, je m'appelle Lou, et nous sommes en présence de Cynthia Agoni. Ça va, Cynthia? Ça va bien. Lou nous tire toujours quelques petites émotions, je dirais parfois même une larme. Elle a une superbe voix, il écrit super bien, il joue du piano comme un dieu. Il est adorable. On fait un coucou à Lou et à son papa, Luc Bolland. Cynthia, si on est là, c'est pour parler du GAMP, mais aussi parler de vous.
Cynthia, vous nous racontiez que vous étiez en Amérique, que vous étiez sur le point de revenir à Bruxelles, mais qu'avant ça, vous aviez appliqué la méthode Montessori avec votre fils, qui est toujours, porteur d'autisme. Est-ce qu'on peut dire ce terme-là? Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est touché par l'autisme? Eh bien, souvent, les personnes autistes de haut niveau, qui s'expriment très bien sur leur vécu, disent « appelez-nous personnes autistes ». Alors, avec autisme, porteur d'autisme, ce sont, voilà, des définitions, oui, un peu différentes, mais moi je dirais, voilà, une personne née avec un fonctionnement différent, et donc elle est autiste. C'est un fait. Bon, on dirait pas les autistes, parce que je pense que personne, d'abord, ce sont des personnes autistes. Elles le resteront toute leur vie, même s'ils arriveront, je pense, avec le temps et avec une bonne éducation, des bonnes pratiques adaptées, elles arriveront à s'intégrer dans la société pour autant que la société accepte la différence, ce qui est encore un peu compliqué aujourd'hui. Alors, si je peux faire un petit credo, je vous suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Nous, le credo des ondes positives, c'est dire que la différence n'existe pas. Alors c'est bizarre, c'est très philosophique, c'est de se dire finalement nous sommes tous différents. Et à partir du moment où nous sommes tous différents, la différence peut pas être un facteur, peut pas être un élément discriminant. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on milite et c'est ça qu'on voudrait faire passer, percoler dans les ondes positives. Vous êtes de retour sur Bruxelles alors avec votre fils, vous avez appliqué la méthode Montessori. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, on essaie de trouver une école. Assez bêtement, je dois dire, nous avons inscrit notre fils dans une petite école de quartier en se disant que voilà, ça serait plus facile. On a expliqué qu'il avait des difficultés, mais voilà, on l'a inscrit et puis le premier jour, on a retrouvé notre fils enfermé dans une chambre avec un psychologue qui le tenait, qui le contenait et lui qui hurlait de toutes ses forces. Effectivement, notre fils n'avait pas compris que je serais revenu le rechercher. D'accord. Donc, parce que pour une personne autiste, surtout à cet âge-là, à 5 ans, si maman n'est pas là, maman n'existe pas. Si maman n'est pas là, maman est morte. Il me l'a expliqué beaucoup plus tard. Mais à l'époque, à 5 ans, il ne pouvait pas l'expliquer parce qu'il parlait à peine. Donc voilà. Il était terrorisé, absolument terrorisé. Et donc, on nous a dit, votre fils est fou, il faut le lier, il faut le mettre dans une chambre capitonnée, aller vers un service psychiatrique. Donc, nous sommes allés, on a trouvé ça un peu lourd, puisque avec moi, mon fils pouvait quand même, en individuel, travailler convenablement. Donc, on a commencé à consulter, on est passé d'un service à l'autre, etc. On n'a jamais eu un diagnostic jusqu'au jour, je résume des années. Je fais une parenthèse. Oui. Votre fils, à cet âge-là, il a 8 ans. À cet âge-là, donc, il a 5 ans. On essaie de l'intégrer dans une école maternelle, ça ne marche pas. Finalement, il est resté encore 1 an à la maison. Et puis, la seule possibilité pour nous, c'était l'école, pour nous et pour lui, c'était l'école spécialisée. Une école spécialisée, mais sans avoir un diagnostic. Donc, c'était un type 3, trouble du comportement, voilà. Vous mettez encore le doigt, je vous coupe quelques secondes, j'ai peur qu'on oublie après simplement. Vous dites sans diagnostic. Sans diagnostic. Et je crois, pour 18 mois d'ondes positives, quand même beaucoup de contacts avec le milieu du secteur du handicap, c'est pas rare en fait qu'on n'ait pas de diagnostic, ou c'est rare? Alors, à cette époque-là, c'était là. Pour l'autisme, c'était la norme. C'était il y a longtemps. Et on peut pas, je ne peux pas en vouloir aux professionnels de l'époque qui pensaient encore que l'autisme était, si jamais il y avait eu un diagnostic d'autisme, était un peu par faute d'un mauvais maternage. Donc, en fait, aux yeux des professionnels qui avaient ces théories-là, moi, j'étais mauvaise mère. On n'a jamais osé me le dire aussi. On vous faisait comprendre. Voilà, on me le faisait bien comprendre. Et donc, effectivement, il a été chez un psychanalyste d'enfants pendant 2 ans. Ça n'a absolument servi à rien. Maintenant, oui, on me dit oui. Lui, il a aimé, il adorait ce monsieur. Ben voilà, il faisait strictement ce qu'il voulait. Il disait strictement ce qu'il voulait. Il n'y avait rien qui a avancé. Donc, entre-temps, on avait quand même des thérapies. On avait fait de la psychomotricité. On avait fait, on avait trouvé une école d'enseignement spécialisé de type 3, c'est-à-dire pour les enfants caractériels, décaractériels, parce que, en fait, mon fils, ne comprenant pas le monde qui l'entourait, il avait des comportements qui devenaient parfois agressifs, parfois violents, et donc, malgré ces écoles, enfin, écoutez, on a fait un primaire, je pense qu'il a changé 4 fois d'école, et à un
moment donné, voilà, quelqu'un nous a peut-être sauvés, nous a dit allez à la PEPA, qui était l'association de parents pour l'épanouissement des enfants autistes à Namur. Je suis allée voir son président. Il m'a dit ce que tu décris, bah oui, ça ressemble à de l'autisme. Va voir le SUSA, qui à l'époque était le tout premier service spécialisé, qui venait d'ouvrir, service universitaire. On est allé le voir et là, après de 11 ans, on a eu un diagnostic. C'est dire qu'on a perdu tellement de temps, c'est quand même assez dur à encaisser pour une maman et pour un papa, bien entendu. Mais on s'est dit, maintenant on sait. Et donc maintenant, on va pouvoir faire quelque chose puisqu'on sait de quoi il s'agit. Donc là, Giuliano, il a 11 ans. Oui, presque 11 ans. Petite question, parce que vous dites que Giuliano va chez le psychanalyste, va voir des spécialistes, je comprends très bien. Giuliano, si je peux j'espère que c'est pas trop difficile comme question, mais comment est-ce que Giuliano interagit? Est-ce que Giuliano sait parler? Est-ce que Giuliano comprend tout ce que nous comprenons? Quelle est sa façon de fonctionner, de percevoir surtout? Alors, sa façon de fonctionner est différente de la nôtre. Là, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. En tout cas, je le savais, mais pour comprendre pourquoi. Et il ne comprend pas. Je vous fais un exemple. Giuliano a 10 ans et demi. Il m'a dit, maman, qu'est-ce que ça veut dire préparer? Préparer, alors que le mot préparer, on l'utilise pour préparer la table, pour préparer son cartable, pour préparer sa leçon de piano, etc. Et donc, il utilisait ces mots, mais ne savait pas ce que ça veut dire. Et au fait, il faut comprendre que pour les enfants autistes, les mots n'ont pas nécessairement le même sens que nous. Les mots servent pour communiquer. Pour les enfants, souvent, ces mots n'ont pas beaucoup de sens et ils communiquent plus par les gestes. Donc c'est pour ça que le langage se développe plus tard parce qu'ils ne comprennent pas, ils généralisent pas. Par exemple, un mot. Je vous fais un exemple encore. Si vous avez un verre, ici je devant un gobelet en plastique que nous appelons verre, mais le verre, ça peut être un verre, ça peut être un plastique, ça peut avoir des formes très différentes. Alors quand un enfant ordinaire, il va assez vite comprendre que le verre, c'est quelque chose qui sert à boire. Et au fait, l'enfant ordinaire va se concentrer sur la fonction de l'objet. À quoi ça sert? L'enfant autiste, non. L'enfant autiste, il va voir que vous appelez verre des tas de choses, d'objets différents, et il est complètement perdu. Il comprend pas qu'il ne généralise pas le concept de verre à la fonction de boire. Et donc, vous imaginez un enfant qui grandit avec, comment dire, à l'intérieur de tous ces mots, parce que nous parlons énormément, tous ces mots qui se chevauchent et dont il ne comprend pas le sens propre à chaque mot. Il ne le comprend pas parce qu'il ne sait pas généraliser. Il faut leur apprendre à généraliser. Il faut leur montrer tous ces objets, leur dire tout ceci, ça s'appelle verre parce que ça sert à boire. Si vous ne prenez pas, si vous n'apprenez pas cela aux enfants autistes, en fait, vous êtes à côté de la plaque. Mais ils les apprennent, mais il faut leur expliquer. Donc, ils n'ont pas la même manière d'appréhender le monde que nous avons qu'un enfant ordinaire a. Ça, c'est très important à comprendre. Ça, il m'a fallu, je pense, 20 ans pour le comprendre. Et maintenant, vous êtes devenu porte-parole pour le dire et pour le partager ça, pour que les personnes qui étaient dans votre situation gagnent du temps, finalement. Oui, et qui dit gagner du temps dans ce cas-là, dit gagner de l'affection. Tout à fait. Dit gagner une forme d'humanité aussi, quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut que les parents se forment. Et c'est pour ça que nous organisons aussi des journées, des demi-journées de sensibilisation pour faire comprendre tout ça. Alors, si on fait parallèle à la vie de Giuliano, votre vie à vous et celle du GAMP, ça fait 3 éléments qui vont cohabiter, coactiver. Vous m'avez dit... Nous nous sommes rendus au PEPA, c'est ça? À PEPA. À PEPA. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé entre le PEPA et le GAMP? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots? Alors, il y a eu quand même plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons les diagnostics d'autisme Giuliano. Nous investissons dans la deuxième base qui est une maison d'accueil temporaire pour les personnes autistes de tous les âges. À Jean-Blou? À Jean-Blou, mais à l'époque, elle n'était pas à Jean-Blou, elle s'est fixée plus tard à Jean-Blou. D'accord. Donc à l'époque, c'était au fait le service universitaire spécialisé pour autistes, pour personnes autistes, le SUSA, qui organisait des week-ends de répit. Et donc, c'est comme ça, la deuxième base devait devenir, une maison d'accueil fixe pour ces week-end de répit, oui. Et aujourd'hui, elle s'est développée beaucoup plus, bien entendu, depuis que nous sommes partis aussi. Voilà. Alors, je m'investis aussi dans l'association de parents de Namur, la PEPA.
Et au bout de 3 ans d'investissement, je me dis, il faut faire quelque chose sur Bruxelles. Parce que sur Bruxelles, on n'a pas grand-chose. Et c'est là que l'on fonde Inforotisme, en 2001, avec on avait organisé avec la PEPA une grosse conférence à Bruxelles qui avait eu énormément de succès. Donc, on a fondé Inforotisme. Et puis, pendant quelques années, on a travaillé au niveau de l'autisme. On a poussé au niveau politique pour que on ouvre des services pour l'autisme. Entre-temps, effectivement, les centres de référence autisme allaient s'ouvrir grâce à la pression des différentes associations, parce que ce n'était pas que nous, bien entendu. Et puis finalement, dans le cadre d'Inforotisme, je suis confrontée à ce collectif, cet appel de collectif des assistantes sociales qui disent « Oui, mais c'est bien de parler des enfants, mais quand ils deviennent adultes, il n'y a rien. » Et il n'y a rien pour tous les adultes qui ont un handicap lourd, que ce soit l'autisme, que ce soit le polyhandicap, donc un handicap plutôt mental et physique, que ce soit pour les personnes cérébralisées, pour les personnes qui ont une infirmité motrice cérébrale de grande dépendance, etc. Et donc, je me suis dit, il faut effectivement unir les forces de toutes les associations, ne pas travailler tout seul dans un coin, et il faut qu'on se mette tous ensemble pour justement venir en aide à cette population tout à fait oubliée, marginalisée, dont les parents n'ont pas ni la force, ni les ressources, ni le temps pour se faire entendre. Et c'est vrai que ça a commencé avec les professionnels et les associations s'y sont associées. Et on a démarré le GAMP. Après le premier sit-in, devant le cabinet de la ministre de l'époque, nous avons commencé les réunions et nous avons acté la fondation du GAMP. En 2005, donc. En 2005, 6 octobre 2005, donc c'était le premier sit-in fondateur du GAMP, la première réunion qu'on a eue après le sit-in a fondé vraiment le GAMP. Et là, ça fait 18 ans et demi. Nous sommes toujours là. Ok, super. Merci beaucoup, Cynthia. Je vous propose de faire marquer la deuxième pause. Alors, petit clin d'œil, on a été contacté par Marielle Sade qui nous dit « Mais moi, je sors bientôt mon nouvel album et moi, ce que j'aime dans les chansons que je passe dans les ondes positives, c'est ces personnes qui arrivent à nous faire partager à la fois un côté introspectif, se mettre dans un état de réflexion pas forcément profonde, ça peut être superficiel, et aussi communiquer de la joie. » Eh bien, j'ai choisi dans la discographie de Marielle Sade 2 chansons et je vous propose d'écouter la première, à la fois introspective, à la fois un petit peu qui nous plonge dans un certain passé, qui nous plonge aussi quelque part près du soleil, mais ça s'appelle Soleil Noir. Je vous propose d'écouter Marielle Sade, Soleil Noir. J'ai passé 3 mois dans l'eau de la piscine. Le soleil est noir, personne s'imagine. Je sors de l'hôtel, la journée sera belle. Le bleu sera noir comme la belle épine. Je me sens solitaire, parfois j'exagère. J'ai besoin de plaire, de ton air sincère. Qu'est-ce que c'est, 3 mois dans l'eau de la piscine? Le soleil et moi, on n'est pas facile. J'ai un ritournelle qui chante sous l'ombrelle. Je reçois ton silence comme une avalanche. Au bout de l'horizon, j'ai revu l'épine. Le rose et le noir dans ta carabine. Qu'est-ce que c'est, 3 mois, quelques verres de gin. Le soleil dans le noir, moi je l'imagine. Je chante sous l'ombrelle, ta lumière m'appelle. Je plonge dans ton silence comme une inconnue.
l'horizon, j'ai reçu l'épine. J'ondule dans le noir de ta carabine. Je nage dans ton silence comme une montre étanche. Je me sens solitaire, qu'est-ce que j'exagère. Je voudrais te plaire quand l'aube est contraire. J'ai passé 3 mois dans l'eau de la piscine. Soleil noir, mon cœur s'assassine. C'était Marielle Sade, Soleil Noir. Nous sommes toujours avec Cynthia Agoni. Vous êtes dans les ondes positives. On vous souhaite d'ailleurs de bonnes ondes positives pour la journée. Comment ça va, Cynthia? On continue? On continue. Cynthia, on était en train de parler de toutes ces péripéties qui vous est arrivées et puis du fait de la création du GUMP. Et troisième partie de l'émission, là aussi, nouvelle tradition, on aime bien de parler de l'association, l'ONG. Comment ça se passe au jour le jour? Quels sont finalement les buts, les statuts du GUMP? Tout ça au travers de votre vie à vous, au travers de la vie d'autres personnes qui sont proches de vous. Je pense notamment à Sarah Munho qu'on avait reçue début d'année, qui nous a aussi parlé du GUMP. C'est vous dire si on devait vous inviter. Oui. Alors, Cynthia, comment ça se passe au GUMP au jour le jour? Alors, au jour le jour, nous avons investi un bâtiment. Enfin, nous avons 2 locaux dans un bâtiment qui nous avait été attribué en 2007-2008 par arrêté royal, donc par la Régie des bâtiments fédérale, suite au combat du GUMP à tous les sit-ins que nous avions, parce qu'on en faisait un par mois, avec les parents, avec les professionnels concernés, on allait visiter. Vous êtes tenace. Ah, tenace. Nous allions visiter pratiquement tous les ministres concernés de près ou de loin par le handicap, puisque le handicap doit concerner tout le monde. Donc, on était déjà dans un discours de handi-streaming bien avant l'heure. Et donc, à un moment donné, je pense que le politique a trouvé qu'on était un peu trop, laissez-moi le dire, casse-pied. Et on s'est dit, allez, donnons-leur quelque chose. Et donc, on nous a donné un bâtiment, un peu en ruine, mais qui devait être rénové et qui se trouve rue du Méridien 22. Avec la, conditionné au fait qu'il fallait y accueillir des personnes handicapées de grande dépendance. Alors, pour cela, il fallait, bien entendu, accepter le bâtiment, bien entendu, le faire rénover, mais là, il y avait un budget qui était prévu aussi par l'État. Avec Belliris? En fin de compte, par Belliris, oui, dont Madame Onkelings, Loretta Onkelings, était présidente à l'époque. Donc, c'est un peu, une association de bonne volonté de Monsieur Renders de la Régie des bâtiments et Madame Onkelings de Belliris. Mais il fallait qu'il y ait un accord de principe pour y accueillir des personnes. Donc, la ministre en charge du handicap a accepté, a donné cet accord de principe, et finalement, ou en tout cas l'a promis, mais il fallait trouver, évidemment, une association, une ASBL, qui veuille bien prendre en charge l'accueil de ces personnes. Parce que nous, on s'est dit, si c'est nous, d'abord on avait dû créer une ASBL pour recevoir le bâtiment, mais si c'est nous, on fera que ça. On ne pourra plus revendiquer, c'est fini. Vous ne vouliez pas être monopolisé par la gestion de ce bâtiment qui accueille aussi des personnes. Tout à fait. Et donc, on a trouvé, c'est le Phara Bruxelles Capitale qui a repris. Le Phara, exactement. Le bail amphithéotique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour? On a nos bureaux. Un peu plus tard, nous avons rentré une demande pour un ACS, un poste ACS. Là aussi, on a essayé de trouver des employés. Bon, ça a été un peu périlleux pendant longtemps. Finalement, maintenant, nous avons une personne qui est là depuis 5 ans et qui est Thibault. On salue Thibault, qui a fait la jonction entre nous et qui a organisé pour que l'émission puisse se faire. Qui fait la jonction pour tout ce qui est communication, mais aussi assistance politique quand c'est possible. Et donc, voilà.
Thibault veille à faire marcher les choses au sein, enfin, du point de vue administratif, du point de vue de l'organisation de nos événements, etc. Il s'investit aussi dans beaucoup de projets. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on est toujours, bien sûr, ça c'est notre ADN, dans le plaidoyer politique, parfois même très dur, même encore récemment. On en parlera peut-être avec le dossier de logopédie. On est dans le plaidoyer politique, mais on a aussi, on est dans l'aide aux parents, et ça c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, avec une ligne téléphonique en permanence. Il n'y a rien à faire. Tous les parents, beaucoup de parents nous appellent pour qu'on puisse les aider. Alors, concrètement, on ne sait pas nous trouver des places d'accueil, on ne sait pas trouver des places à l'école, mais on conseille et on oriente les parents du mieux que l'on peut. Alors, au quotidien. Et alors, on a développé aussi toute une série de petits projets de formation que nous organisons, formation aux bonnes pratiques. Étant donné mon expérience, évidemment, je sais que c'est hyper important pour les parents, mais aussi pour les professionnels. Donc, on travaille avec un organisme français qui s'appelle Pyramide PEX France pour les formations. On en organise régulièrement. Alors, on a aussi des séances d'information, notamment à l'autisme, qui est un des handicaps encore le moins connus, avec des professionnels confirmés. De la guidance parentale, on a fait aussi des groupes de guidance parentale. On travaille en partenariat avec Vie Féminine pour l'organisation des groupes de parole pour mamans d'enfants handicapés, ce qui est extrêmement important. Il faut reconnaître le rôle de la maman qui est souvent la personne la plus proche, la plus référente d'un enfant atteint d'autisme. Vous avez parfaitement compris, mais pour toute maman, en fait, quel que soit le handicap. Et alors, je souris. Je souris pourquoi? Parce que vous êtes là, pleine de vie, pleine pétillante, mais j'ai bien conscience que c'est une maman que j'ai face à moi. Oui. Et une maman qui m'a dit, Audrey, pas de souci pour faire l'interview, hein, je suis à toi, d'autant que tu veux, là, je tutoie, c'est pas grave. Oui. Mais j'ai mon fils à aller chercher. Eh ben oui, bravo. Je dois accompagner mon fils, là, dans sa résidence en Flandre, où il est très content, heureusement, d'aller. Mais voilà, et alors, on a encore un beau petit projet qui vient d'Italie et qui n'a pas été importé par moi, mais par une collègue psychologue qui est venue, elle aussi, s'établir à Bruxelles depuis quelques années, par amour, mais qui a maintenant son cabinet, qui travaille vraiment comme une dingue, qui a donc importé ce projet qui s'appelle Bookbox, et qui est un projet de bibliothèque itinérante que nous organisons, maintenant on en a 10, sur Bruxelles, mais c'est beaucoup sur Saint-Josse, hein, mais on en a 10 quand même, surtout Bruxelles, et dans lequel les personnes en situation de handicap, et notamment les personnes autistes, travaillent, cataloguent les livres, les amènent, les reprennent, etc. Donc c'est vraiment un très chouette projet qui commence petit à petit à s'élargir. Ah oui, vous êtes tentaculaire. Oui, Moi, j'entends encore sur les réseaux, on voit beaucoup de liens avec le GAMP. Certaines personnalités, je veux aussi citer Sarah Munho, qu'on avait reçue, Luc Bolland, on l'a déjà dit. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous dites que vous êtes à Saint-Josse, mais il faut savoir que vous êtes juste à côté de la petite ceinture. C'est vraiment facile d'y aller. Une fois qu'on est au Botanique, c'est un jet de pierre. Une fois qu'on est au niveau du quartier des Arts, c'est un jet de pierre. Le centre européen, c'est un jet de pierre. Donc voilà, vous n'êtes pas excentré, vraiment. Très bien c'est facilement situé. accessible. On est très bien situé. Merci beaucoup, en tout cas. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? On le dira en fin d'émission, mais où on peut vous contacter facilement? Eh bien, vous avez un site internet qui est www.gamp.be. Là, vous trouvez tout dans nos services. Vous trouvez tous les services. On a d'autres services, je ne peux pas tout citer, mais il s'agit de petits services compte tenu du fait que le DNA, je l'ai déjà dit, du GAMP, c'est le plaidoyer politique. Et là, on ne peut pas lâcher parce que sinon, on ne va pas avancer. Vous êtes un lobby, vous êtes une force active. La preuve, c'est grâce à ça que vous avez pu obtenir des bâtiments. Quand je dis un lobby, c'est dans le bon sens du terme cette fois. Attention, oui, parce dans le bon sens du terme. Et vous êtes des représentants fidèles et vous êtes toujours là. Et on a été aussi à la base de la création de l'interface grande dépendance qui actuellement se retrouve reprise par la COCOF. Donc, il ne faut pas oublier que ce plaidoyer et que ces manifestations et toutes ces actions qu'on a organisées en tant que GAMP ont amené
à un décret, ont amené à l'ouverture de places, donc quand même plus d'une centaine de places, ont amené aussi à des changements législatifs, à l'interface, comme je dis, grande dépendance, à l'ouverture d'une série de services de répit que nous avons gérés au début, donc entre 2009 et 2010. Donc, il y a eu énormément d'avancées. Bon, c'est pas une question, je veux pas être faussement modeste, hein. Personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup plus à faire, mais enfin, dans son petit cercle, le GAMP a quand même apporté pas mal de choses pour la cause de la grande dépendance. Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, là, nous sommes avril 2024. Jusqu'à maintenant, quel est votre combat, quelle est votre réussite dont vous êtes la plus fière grâce au GAMP ou à Info Autisme, toutes les associations auxquelles vous avez participé? Eh bien, je pense que c'est avoir mis à l'agenda politique, en tout cas des politiques concernées, la question de la grande dépendance. Je peux vous dire que la ministre de l'époque, en toute bonne foi, elle venait d'arriver depuis un an, lorsque nous avons commencé le combat, elle a dit « je ne savais pas ». Elle ne savait pas, et en 8 ans de mandat, parce qu'elle a fait un double mandat, elle a quand même fait avancer les choses. C'était quel ministre? C'était la ministre Evelyne Uttebrook, et après elle, c'était la ministre Céline Frémaux, qui a poursuivi pendant 4 ans ce combat aussi. Enfin, ce combat, qui a poursuivi les contacts avec nous et qui a essayé... c'est elle après qui a inauguré les projets pour lesquels nous on s'était battus, hein, et qui avaient été mis en route par Evelyne Uttebrook. Mais voilà, ces 2 ministres-là, je pense, peuvent être fiers de leur parcours. Eh bien, on les salue. Donc, Evelyne Uttebrook et Céline Frémaux. C'est bien, c'est rare de parler en bien des hommes politiques et des femmes politiques. Et là, j'ai une dame qui représente une association, une ONG, qui me dit, Audrey, on peut le dire. Merci beaucoup, Cynthia. C'est important aussi de dire, voilà, parfois, les hommes politiques, les femmes politiques sont à l'écoute, même si on a dû faire un sitting tous les mois pour nous faire entendre. Ça, c'est vrai. Et aussi faire condamner la Belgique. Alors, il faut dire, oui, ça c'est la chose très importante. On a fait condamner avec d'autres associations, bien entendu, pas que nous, de toute la Belgique d'ailleurs. On a fait condamner la Belgique pour carence des solutions d'accueil des personnes handicapées de grande dépendance adultes. La Belgique était condamnée en 2013. Et 10 ans sont passés. Je dois dire qu'il y a eu des avancées, mais le chemin est encore très très long. Eh bien, on va en parler parce qu'il y a un sujet que j'ai fait exprès de ne pas évoquer pour l'instant pour le mettre en 4e position. Avant ça, notre dernière séquence musique. On revient avec Marielle Sade et là c'est un petit bonbon, c'est juste du plaisir. C'est une évocation des années disco, des années 80 et ça s'appelle Chalala. Je vous propose d'écouter Marielle Sade, Chalala. Danse, chalala, danse, chalala. Danse, chalala, danse, chalala. La vie c'est comme du cinéma, on gagnera pas, nos étoiles roses qui passent par là. La vie ça tourne autour de toi, un tour du monde, etc. Nos années folles n'en finissent pas. Danse, chalala, danse, chalala. Danse, chalala, danse, chalala. Ça fait des mois que tu saurais pas. Vas-y, regarde autour de toi, comment les rêves sont immédiats. La réussite au bout des doigts, un coup de poker et tralala. Tout se passera bien si tu y crois. Danse, chalala, danse, chalala. Danse, chalala, danse, chalala. Des arcs-en-ciel et du soleil nous font voyager dans le ciel. Encore du rêve qui donne des ailes. T'as du chagrin, t'as de la peine. Y'a pas de loi, y'a pas de rengaine. C'est pour tout ça que t'as de la veine. Danse, chalala, danse, chalala. Danse, chalala, danse, chalala.
parisienne, l'apothéose hollywoodienne, ça fait courir à perdre haleine. Pour le sacré de nos fontaines, pour un Chaplin du temps moderne, pour tout nourrir et nos sans gêne. Pour nos années américaines, pour la romance d'une parisienne qui fait courir à perdre haleine. Pour le sacré de nos fontaines, pour un Chaplin des temps modernes, pour tout nourrir et nos sans gêne. Danse, chalala, danse, chalala. 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 C'était Chalala de Marielle Sade. Vous êtes toujours sur RCF Bruxelles. Nous sommes encore en présence et avec beaucoup de bonheur de Cynthia Agoni, la porte-parole du GAMP. Tout va toujours bien, Cynthia ? Oui, bien sûr. Alors vous entendez peut-être que le son a changé. Simplement, nous avons changé de studio et d'époque. Nous nous sommes téléportés 3 semaines plus tard parce que cette 4e partie qu'on vous présente aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour. Nous sommes le 8 avril 2024 et des choses ont changé pour les personnes autistes et pour les combats du GAMP. On va vous parler d'un chiffre que vous voyez souvent dans les médias, le 86%. En quelques mots, Cynthia, 86%, ça veut dire quoi ? Alors, 86% au fait, pour être correct, c'est le niveau de quotient intellectuel enregistré évidemment par des tests certifiés, au-delà duquel les enfants peuvent obtenir un remboursement de soins de logopédie privé, dit aussi monodisciplinaire. À savoir qu'il y a plusieurs enfants qui ont des troubles du développement du langage pour différentes raisons et que depuis des dizaines d'années, l'INAMI estime que seuls les enfants qui ont une intelligence ordinaire, normale, donc au-dessus d'un quotient intellectuel de 86, ont le droit d'avoir des remboursements de logopédie. Alors pourquoi cette discrimination ? Parce que c'est une discrimination. Eh bien, parce que on considère que les enfants qui ont un QI inférieur ont un problème de déficience intellectuelle et donc doivent bénéficier d'un autre type de prise en charge qu'on dit pluridisciplinaire, à savoir plusieurs personnes autour d'eux. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette prise en charge ? Eh bien, on l'obtient, par exemple, en fréquentant des centres de réadaptation fonctionnelle, en ambulatoire, où on a plusieurs types d'interventions, bien entendu, ou bien, on considère en allant à l'école spécialisée. Alors, au fait, il faut quand même dire que 86 est un élément qui n'a pas de base scientifique parce qu'on parle de déficience intellectuelle à partir de 70 et moins. Donc, entre 70 et 86, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence, mais l'INAMI en a décidé ainsi, avec l'aval des politiques. Donc, si je fais une synthèse, en dessous de 86%, on considère que les soins de logopédie ne sont pas remboursés. Pourquoi ? Parce que on prend par défaut le fait que les enfants qui seraient en dessous de 86% seraient en institution spécialisée, là où il y aurait des logopèdes. Mais réaction qu'on a eue sur nos réseaux sociaux, sur les ondes positives, il y a déjà eu une discussion préalable qui s'est faite sur les réseaux, c'est qu'il manque en fait de personnel compétent de logopèdes, et vous nous avez expliqué aussi sur les réseaux que les logopèdes parfois sont prises pour faire d'autres fonctions, et donc finalement le traitement n'est pas donné. Et ça, vous vous êtes battu contre pour aller plus loin, pour avoir ce remboursement de manière privée
privée et où en êtes-vous, Cynthia? Alors, vous avez tout juste, effectivement. Donc, dans les écoles spécialisées, il n'y a pas de prise en charge de logopédie individuelle. En général, c'est plutôt une prise en charge collective. Et je peux vous assurer que dans les écoles pour enfants autistes avec des classes à pédagogie adaptée, eh bien, les logopèdes, au fait, elles travaillent dans les classes tout le temps et elles sont en renfort des enseignants. Donc, finalement, cette prise en charge individuelle n'existe pas. Dans les centres de réadaptation fonctionnelle, par contre, eh bien, d'abord, ces centres ne sont pas nombreux sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont aussi mal distribués. Et il y a des très très longues listes d'attente. Pour en faire un exemple, il y a un centre à Liège qui a 425 enfants en liste d'attente. Donc, vous imaginez que, voilà, les enfants n'ont pas cette possibilité. Donc, nous exigeons, avec d'autres associations aussi, notamment Inclusion SBL, nous exigeons que ce critère de QI d'abord tombe parce qu'il n'a pas de validation scientifique, mais tout doit tomber. Il ne doit pas y avoir de discrimination entre les enfants, quel que soit leur niveau de QI, qui d'ailleurs parfois est très difficile aussi à tester, notamment chez les enfants autistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce combat? Voilà, pourquoi sommes-nous là 3 semaines après? Parce que finalement, avec cette pression des parents, nous sommes des parents des associations qui les représentent, nous sommes parvenus à faire bouger les lignes, à savoir que lors d'un de cairns successifs du gouvernement fédéral, il y a eu pas mal de discussions, on en est arrivé à un accord avec une loi qui va sortir maintenant au mois de juin et qui gèle donc, met un moratoire sur ce critère du QI jusqu'à 1er juillet 2025. Alors ça veut dire que on a une fenêtre dans laquelle une série d'enfants pourront éventuellement rentrer, surtout des enfants qui démarrent la logopédie, mais c'est une fenêtre qui finalement ne va pas profiter à beaucoup d'enfants. Je pense qu'il faut le dire et qu'il faut à ce moment-là penser à des solutions alternatives. J'essaie de les donner. À savoir que il y a des codinamies dans lesquels on inscrit les enfants pour les soins de logopédie en monodisciplinaire, donc en privé. Et ces codes-là, voilà, il y en a un qui exclut d'office tous les enfants autistes. Donc c'est le code F qu'il ne faut pas utiliser. Donc c'est un appel aux professionnels parce que les enfants autistes en sont de toute façon exclus. Et donc quel que soit leur QI d'ailleurs. Et alors il y a un autre code, le B2, qui peut être utilisé justement pour les troubles du développement du langage pour tous les enfants. Et donc actuellement ce code-là justement, il n'y a pas de moratoire, donc n'importe quel QI peut passer par là. Mais attention, parce qu'à nouveau, c'est une victoire, mais c'est une demi-victoire. Les enfants qui sont dans l'enseignement spécialisé sont aussi en principe exclus de tous les codes dynamiques de remboursement. Donc, il faudra faire attention aussi à cette notion-là. On vous demande pas de tricher, mais quand même, on peut oublier de le noter, n'est-ce pas? Eh bien voilà, c'était important, je crois, et je suis content en fait. Je suis très content, je suis même ému, Cynthia, parce que d'abord vous êtes revenu 2 fois dans nos studios, et là j'ai l'impression qu'on porte la voix de personnes qui en ont besoin. Et donc merci beaucoup, Cynthia, pour votre combat. Merci à vous de nous avoir entendus et de transmettre cette voix. Merci, c'était les ondes positives, vous venez d'écouter l'émission, elle sera disponible en réécoute sur le site de rcf.fr, rcf.be. Je voulais simplement vous remercier et vous dire que toutes les chansons sont disponibles sur notre page Facebook. Allez sur la page Facebook parce que je crois que ce combat du GAMP des personnes autistes va se prolonger. Allez sur la page du GAMP, page Facebook et sur leur site internet pour vous tenir informés. Et tant qu'à moi, je vous souhaite une journée remplie d'ondes positives.